Hello, bienvenue à tous dans ce nouveau live. Aujourd'hui, webinaire spécial. On va pas découvrir un produit, on va pas découvrir une fonction, on va pas découvrir une technologie. On va découvrir un utilisateur. On a rendez-vous avec Mathieu Cabane, éclairagiste, pupitreur, designer, jongleur. Non, je connais pas encore toutes les facettes. On l'entend d'ores et déjà rire en coulisses. Je connais pas encore toutes les facettes de Mathieu et c'est justement pour ça qu'on va faire sa connaissance aujourd'hui. Euh, à travers ce live, il va un peu nous expliquer l'utilisation que lui il fait de la console EOS. Alors surtout, n'hésitez pas à réagir si vous avez des questions, des commentaires. On a Virginie comme d'habitude qui est à la régie et qui va nous communiquer un peu toutes les questions. Je me suis pas présenté, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Jonathan, Marcom spécialiste pour ETC France. Moi je travaille avec Coralie dans l'équipe marketing et com et c'est moi par exemple qui vous répond la plupart du temps sur Facebook. Et pendant ce live on est aidé par Virginie qui elle est responsable des formations et donc elle me transmettra vos commentaires et vos questions. D'ailleurs en parlant de technique, c'est la première fois qu'on va essayer de faire ce webinaire via un duplex. J'espère que ça marchera bien et que si ça marche pas bien, j'espère que vous serez indulgents avec nous. Si ça fonctionne bien, on réitérera peut-être prochainement ce type de format. Et voilà, je crois vous avoir tout dit. Enfin, pour vous situer, moi je suis à Bordeaux et Mathieu est à Montpellier. Je pensais qu'il serait à l'Opéra de Montpellier parce qu'il était à l'Opéra hier, mais en fait, il est chez lui. Hop, salut Mathieu. Et bonjour Jonathan, j'espère que tous vous allez bien, un peu de partout. Ça va Je toi? suis à Montpellier, comme tu dis, un peu au soleil. On a le soleil aussi. On a le soleil. Je pense qu'on a le soleil à peu près partout aujourd'hui. J'espère ne pas me tromper que les Parisiens vont pas nous haïr. Je pense aussi, oui. Comment ça va toi et comment ça s'est passé cette période un peu difficile du Le confinement confinement. et de l'après-confinement? Eh ben écoute, pour moi c'était au début c'était assez difficile parce que arrêter tous nos projets en cours d'année, surtout en allant vers l'été, c'était un peu déstabilisant. Mais ma famille m'a demandé, enfin m'a conseillé de retourner un peu chez moi dans la campagne, au fin fond des montagnes. Tu as bien fait. Et en réalité, ben, c'était plutôt bien. C'était plutôt bien parce que je suis revenu à des choses un peu plus essentielles. La famille, la nature, quelque chose qu'on a, c'est vrai, parfois tendance à oublier ou à négliger un peu avec notre travail. On est toujours sur les routes, on travaille tout le temps. Et je pense que ça a fait du bien à beaucoup de gens. Il faut savoir voir le côté positif et un peu peut-être que ça changera certaines choses dans l'avenir. Espérons-le. J'ai fait le même choix que toi. On fait partie des privilégiés qui ont eu la chance d'être un peu au vert pendant ce confinement. Niveau travail, ça va. Du coup, je crois que tu m'as dit que tu avais réussi quand même à bosser un peu pendant cette période. Alors oui, c'était assez intéressant parce que pour moi, ça m'a laissé beaucoup de temps libre et notamment pas mal de temps de préparation pour les projets à venir. Par exemple, cet été, je devais passer aux Nuits de Fourvière avec un spectacle à créer au Châtelet à Paris et donc pendant le confinement, j'ai eu beaucoup plus de temps pour le préparer. Il s'est avéré que c'est annulé cette année mais reporté à l'année prochaine. Et également, j'ai pas mal travaillé sur le report de tous ces spectacles, car la majorité vont jouer et ont été décalés, insérés dans nos plannings à tous un peu comme l'on peut l'année prochaine. Donc tout ça, c'était une grosse phase de préparation. Et là, petit à petit, on commence à rentrer dans le concret. Comme tu l'évoquais, hier, j'étais à l'Opéra pour faire des essais de texture, pour du décor. Et petit à petit, on commence ce type de réunion et j'espère bientôt retrouver les planches des salles. D'accord. Ça fait partie des, des, des webinaires qu'on a en tête. On hésite. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à nous dire si ça vous intéresse. On, on se pose la question de faire un webinaire où on réunirait, enfin pas un webinaire justement, mais un peu comme on a fait les réunions EOS, faire une grande salle de réunion via notre outil WebEx où on pourrait tous discuter de la reprise, comment ça se passe,
si certains dans tel théâtre se demandent comment ça se passe ailleurs chez les autres et tout, que tout le monde partage un peu sur comment on gère un peu cette reprise, sachant qu'on a vu qu'ils étaient OK pour réouvrir, mais pas dans des conditions qui sont vraiment optimales pour notre métier, donc c'est encore beaucoup en discussion. Ben, voilà, on verra. Dites-nous en commentaire si le fait qu'on organise une réunion comme ça vous intéresse. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on parle de Léos, tu peux me parler rapidement de toi, de ton parcours, sur quel type de spectacle tu travailles, tout ça? Alors mon parcours, il est un peu atypique parce que j'ai commencé très jeune dans l'opérette. C'est une forme qu'on ne connaît pas tous, mais j'ai commencé à l'âge de 12 ans dans un petit festival d'opérette à la Malou-les-Bains. Et d'année en année, aux côtés de Frédéric Lhuillier, metteur en scène et Ségolène, éclairagiste, ils m'ont fait partager un peu cette passion qu'ils avaient pour le spectacle. Et donc, j'ai été amené à travailler sur un grand nombre de productions d'opérettes et d'opéras assez jeunes. Donc, Tout de suite dans la lumière ou un poste un peu plus général au départ? alors, c'est une bonne question parce qu'au début, j'étais plus général. Le spectacle m'intéressait, mais il s'avère que ce metteur en scène avait la particularité de signer ses lumières. Entre guillemets, c'est lui qui avait tout dans la tête et du coup, son côté éclairagiste m'a rapidement intéressé et m'a poussé à expérimenter. Ils m'ont tout de suite laissé expérimenter des choses et après, petit à petit, dans différentes salles pour du concert, tout ça. Et au bout, alors ça, c'était en corrélation avec mes études, hein. Donc, au bout d'un moment, j'ai dû partir à Lyon pour faire mes études. Et du coup, des études de lumière, et j'ai été du coup en alternance à GL Events, qui est un très gros groupe d'événementiel. C'était un secteur que je n'avais pas encore expérimenté dans la totalité, mais c'était très intéressant pour moi. J'ai beaucoup appris. Et justement, toi, du coup, aujourd'hui, tu travailles un peu sur plusieurs types de spectacles, c'est-à-dire aussi bien théâtre, opéra, événements, concerts, tu fais un peu de tout? Voilà, exactement. Moi, j'ai gardé justement par la trace de GL Events et de l'opéra avant cette envie d'enrichir les visuels à travers une multitude d'expériences. Parce que pour moi, il n'y a pas de lumière de concert et de lumière d'opéra. J'essaye de centraliser, d'apporter un peu dans tous mes visuels, toutes mes créations une certaine énergie qui est commune. Pour moi, même dans le concert, une scénographie doit être pensée, etc., etc. Et c'est ça que j'ai appris à GL Evans. Et justement, c'est à GL Evans, aux côtés d'Alexis Billard, que j'ai commencé à m'intéresser énormément aux consoles. Parce que c'est Alexis qui m'a apporté toute sa méthodologie de comment travailler sur une console, comment organiser ses espaces et tout ça. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai pris la décision de rentrer un peu plus dans le vif du sujet et commencer à maîtriser parfaitement les pupitres. Ok. Et Voilà. justement, tu parles donc du coup que tu as commencé à travailler sur les consoles et tout. Au niveau de la gamme EOS, sur quelle console toi tu as l'habitude de travailler sur le TI, le GOAT5, tous, comment ça dépend des productions ou t'as une petite console favorite dans la gamme? Alors, je pense que chaque console dépend d'un type de salle et d'une production, comme tu le dis. Majoritairement, je travaille dans des grosses salles d'opéra, donc la plupart des consoles que je croise, c'est des TI. Et je trouve que c'est une console très bien optimisée pour un pupitre. Il a tout sous la main, il arrive à gérer son espace de manière très intuitive. Après, à titre personnel, pour moi, mon petit favori, c'est le Gio. Parce que je travaille beaucoup à l'étranger. Par exemple, j'ai eu une grande expérience à Bali, en Indonésie, aux côtés de Bob Wilson, où justement, c'était très compliqué, par exemple, de faire voyager un TI dans un avion, avec une valise à main, tout ça. C'est une console qui est toute petite, hein, pour moi et qui est fader motorisé, tout ça. Enfin, elle a tout du moment qu'on arrive
à avoir son espace de La, travail la bien Geo, propre. tu parles de la Geo 5, c'est ça? Non, du Geo. Le Geo, toi. Ok. Du Geo parce que je trouve que c'est pour moi, en fait, je fais beaucoup de spectacles où j'aime avoir énormément d'interactions sur des faders en live. Parce que, on a une grande marge de choses programmées, mais j'aime toujours garder quelque chose d'un peu réactif, un peu intuitif pour créer du vivant, quoi. Et du coup, le nombre de faders est un confort sur cette console. Tu travailles également du coup sur les os nomades ou pas du tout? Alors La oui, version EOS sur PC. oui, oui. Moi, j'ai tendance, même si c'est moi qui ne programme pas tous mes shows, ça dépend en fait de la production. J'ai tendance quand même à tout préparer à l'avance. Mes numéros de circuit, mon patch, mes groupes, certaines fois même mes effets en amont. Quand j'ai une idée, je compose tout ça sur mon ordinateur. Et selon les pupitreurs, des fois, ben, j'arrive, je leur dis, ben, tiens, j'ai une clé USB, tu peux rentrer ça. On a, on a juste le patch de la salle à faire et on part de cette base de travail. Pour moi, même en général, j'aime bien avoir une console annexe sur les créations, comme ça je peux faire un peu ma sauce en complément du pupitreur, mais j'ai tout le temps mon ordinateur en lien avec le Nomade, en lien d'une console, toujours. Ok. Et toi, du coup, depuis quand tu utilises la console EOS? Enfin, les consoles EOS, mais la gamme, la gamme. Et comment t'es venu dessus d'ailleurs? Donc, tu me parlais un peu de Jellybean tout à l'heure, mais c'est peut-être, je sais pas si c'est via là ou ailleurs. Alors, c'est via mes études. J'ai connu un ami qui est pupitreur à l'Opéra de Lyon, Yardine Boursier, et un jour, il m'a dit, on était très souvent à l'ENSAT, et du coup, il m'a dit, putain, ben, je vais faire une formation avec Pilou, que le monde entier connaît. Le Et célèbre Pilou. voilà. Et du coup, moi, je le connaissais de nom, de réputation, mais je l'avais jamais vu. Et du coup, il m'a dit, bon, allez, viens et tout. C'est une console géniale. J'avais vu quelques petites choses. Mais avant, c'est vrai, je n'avais jamais travaillé sur les Pupitreos. Et du coup, j'ai envoyé tout de suite un petit mail à Pilou et il m'a dit, bon, mais on va trouver de la place. Viens, il faut que tu la vois, quoi. Et du coup, il m'a inclus justement dans cette formation avec Irving. Et d'expérience, avant, comme j'ai dit, je fais pas mal de shows, de concerts, de théâtre, donc avec différentes manières de programmer un spectacle. Et je t'avoue que j'étais très réticent à la vue de ce pupitre que tout le monde disait, ah, c'est du théâtre, ah, c'est de l'opéra. C'est full, ça. Le- Donc je me les, dis, bon, les étiquettes. voilà, les étiquettes. Donc, comme tout le monde, on arrive, on se dit, bon, on va découvrir, mais dans sa tête, on se dit toujours, bon, c'est pas mal de découvrir, mais bon, on va rester sur nos acquis parce qu'on aime bien rester en général sur nos acquis. Et en réalité, j'ai fait une semaine de formation, du coup, avec Pilou, et je suis vraiment tombé amoureux de ce pupitre sur son côté intuitif, son côté modulable, parce que maintenant, la majorité des pupitres offrent quand même une possibilité de créer un espace, de moduler son espace et de le personnaliser. Et du coup, Pilou il a vraiment été bon parce que il répondait à toutes mes questions, même des fois j'en avais beaucoup trop. Et justement, ça m'a apporté tous ces outils-là. Et à la fin de la semaine, je commençais déjà à créer, à penser comment j'allais travailler dans le futur sur cette console. Et, euh, et en fait, cette console est venue à moi très rapidement parce que je crois que c'est un ou 2 mois après, j'étais à l'Opéra de Montpellier et en fait, on accueillait un très grand éclairagiste américain, H.G. Weisbach, qui est devenu un ami par la suite. Et du coup, lui voulait imposer la création de Carmen, c'était à l'Opéra de Montpellier, sur ce pupitre. Et du coup, parce que c'était dans le monde, il faut le dire, c'est une référence. En France, c'est en train de le devenir par vos efforts. Mais dans le monde, on en croise énormément et il y en a beaucoup, beaucoup de grands éclairagistes ont la facilité de travailler avec des opérateurs sur ça. Mais tu fais bien de le dire parce que c'est une réalité, nous.
de la filiale française de ETC à maintenant 1 an et demi. Euh, Avant, c'était distribué par Avab. Et voilà, historiquement, c'est plus en France des consoles comme le Congo et tout ça qui ont été mises en avant. Et, euh, et c'est depuis, effectivement, avec le travail que tu as souligné de Pilou, qu'on a fait un travail juste de faire découvrir cette console. Et c'était déjà une référence à l'international, c'est-à-dire que tous les plus grands Mhm. lieux du monde connaissent très bien cette console. Du coup, on est très content parce qu'on a maintenant réussi à rattraper ce retard dans le sens où les gens ont découvert et franchement, ça prend très vite assez bien parce que c'est un très bon outil. Qu'est-ce que justement, toi, qu'est-ce que, je vais y arriver. Qu'est-ce que tu as apprécié dans cet outil? Est-ce qu'il y a une fonctionnalité en particulier? Est-ce que c'est une ergonomie générale? Qu'est-ce qui a matché avec toi? Alors, l'ergonomie, déjà. L'ergonomie, pour moi, c'était quelque chose de très intéressant parce que on retrouvait justement l'ergonomie, quelque chose de manageable et de modulable assez facilement de par les Magic Sheets. Je vous montrerai quelques exemples après de mon affichage. Mais il y a aussi quelque chose qui est très très important, et je souhaite le souligner, c'est le tracking. Le tracking, mais que ce soit pour le pupitreur, mais aussi pour l'éclairagiste. Car en ce moment, de fait, en France, je trouve qu'il y a une légère barrière entre la discussion de l'éclairagiste et l'interprétation du pupitreur. Et des fois, on dit quelque chose et on n'est pas sûr que le pupitreur comprenne totalement. Et des fois, on se retrouve dans des passages un peu complexes. Et avec ce pupitre, je trouve que la lecture, qu'elle soit du pupitreur ou de l'éclairagiste, elle est assez simple. Le tracking est quelque chose du moment qu'on le comprend, c'est très simple et, et c'est une grande facilité même à corriger certaines erreurs qu'on peut arriver à faire. Donc voilà, donc le tracking c'est très important. Les macros, la rapidité, enfin, pour moi ça c'était c'est quelque chose qui est important car c'est déjà sur le marché, mais l'EOS apporte une simplicité dans tous ces sujets. C'est vraiment quelque chose de rapide, d'efficace. C'est ça qui m'a attiré. Un pupitre rapide et efficace. Je suis surpris, tu m'as pas parlé des couleurs. À chaque fois que je pose la question de qu'est-ce qui vous a Ah, plu dans les os, c'est toujours le sujet des couleurs revient souvent. C'est pas le alors premier, oui, non, mais c'est pas le premier truc auquel tu as pensé. C'est bien, ça montre qu'il y a plus que ça et tant mieux. alors non, c'est bien que tu parles de ça parce que de fait, j'ai vu que les couleurs, je sais dans ce pupitre qu'elles sont très travaillées et Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut travailler la couleur à sa méthode. C'est-à-dire, si on préfère travailler un cyan magenta yellow ou un RGB, on va avoir des rapidités et une simplicité. Après, il y a un outil que moi j'utilise énormément. Du coup, c'est le Color Pass. Mais c'est un outil qu'il faut savoir utiliser. Car en général, les pupitres, il faut passer du temps dessus pour comprendre et se faire une opinion et une manière de travail. Par exemple, moi, quand je travaille sur un cyclo, je travaille beaucoup sur des cyclos, et quand je vois une erreur sur le cyclo, je sais que je vais aller dans le Color Pass pour faire une modification de transition, mais je sais quelle courbe je vais utiliser car tout ça, je l'aurais expérimenté en amont. Et ça, c'est quelque chose qui est assez dur à expliquer quand on est éclairagiste à un pupitreur. Hmm. Donc pour moi, le Color Pass, c'est quelque chose qui est extrêmement bien, mais qu'il faut encore amener à développer chez les pupitreurs. Ils doivent continuer un peu à approfondir Co- ce type. Corrige-moi si je me trompe, parce que c'est vrai que ce sujet, à chaque fois, on me dit, ouais, c'est vraiment la couleur qui est bien sur les os et tout ça. En fait, c'est au-delà du fait que c'est mieux fait ou autre, c'est qu'il y a plusieurs outils. C'est vraiment, il y a plusieurs manières d'aborder la couleur dans les os. C'est bien ça, en fait, que je dois Oui, comprendre oui, par ce oui, oui. retour-là. Moi j'ai fait pas mal de, enfin, j'ai fait plusieurs shows en direction de photo qui n'étaient pas forcément sur des pupitres très hausses. Et vraiment, le travail de la couleur était, pour moi, à titre personnel, plus complexe. Après, il est vrai que quand on prend une découpe TC et un pupitre EOS,
c'est le résultat, quand on demande une couleur en particulier du nuancier, euh, le résultat est rapidement intéressant, on n'a pas d'erreur. Justement, tu peux peut-être nous montrer deux, trois choses du coup sur en préparant ce live. Je sais que tu as préparé l'interface EOS sur PC. Tu peux Alors peut-être je vais vous montrer mon espace. ouais, déjà montrer toi Alors, comment tu utilises un peu l'outil via je crois avoir compris notamment sur les Magic Sheets. On avait fait un webinaire un peu spécial avec Pilou sur les Magic Sheets. Si tu peux me remontrer un peu toi comment tu l'utilises. voilà. Alors je ne sais pas si vous voyez clairement mon écran ici. Je ne sais pas, Jonathan, si tu peux me... Ouais, on voit très bien, vas-y. On voit très bien, ok. Alors pour moi, l'important, c'est... Alors, avant de montrer mon écran, je vais vous faire peut-être un petit speech sur le fait d'avoir tout sous les yeux en permanence. Pour moi, c'est important qu'un pupitreur ait toutes les informations sous les yeux, qu'il utilise fréquemment pour enregistrer une conduite. Moi, je parlais du GIO justement parce que le GIO, j'ai tendance à insister sur le fait d'utiliser deux écrans de sorte à les optimiser au maximum pour faire le moins de déplacements, tourner la tête le moins de fois possible. Parce que quand on nous pose une question, il faut savoir trouver l'information sous nos yeux rapidement et la bonne information. Du coup, moi, j'ai organisé mon espace de sorte à avoir pas mal de Magic Sheet sous les yeux en permanence, mais d'avoir le strict nécessaire de ce que j'utilise. Et en gros, dans mes workspace 1, mes deux workspace 1, et bien, en gros, j'ai le nécessaire, mes outils d'enregistrement rapide, etc. Et après, c'est par ordre de priorité, c'est-à-dire dans les workspace 2, j'aurai un travail de plus sur la couleur, un travail sur les plans, etc. Parce que je serai moins à même d'interagir avec ça. Mais du coup, c'est toi qui t'es créé tes propres workspace pour qu'ils correspondent voilà. à ton utilisation. Ok. Exactement. Moi j'ai besoin, dans ma philosophie, d'avoir quelque chose que j'ai créé sous les yeux, de sorte à... Je ne me pose plus de questions. Je sais que je peux encoder les yeux baissés et je pourrais cliquer sur l'écran, je sais où est la touche. Donc, je vais vous montrer du coup ma base et du coup, toc. Donc ma base elle est ici, donc voilà, donc ça c'est tout. Tout ça, c'est des macros dans un Magic Sheet. Alors, il y a des macros un peu plus évolués et d'autres extrêmement simples. Après, j'ai mes circuits qui s'afficheront juste ici, etc., etc. Et ma petite séquence juste là. Les Magic Sheets, pour moi, c'est quelque chose d'important. Hein. Tout ça, c'est des macros, même s'il y a une fonction qui fait juste intensité at hunter, je me la mets sous les doigts parce que j'ai besoin d'avoir un espace organisé comme Donc, ça. pour ceux qui connaissent pas bien du coup l'interface CEOS ou qui n'ont pas encore bien suivi les autres webinaires, là vraiment, ces macros, c'est-à-dire que c'est toi qui as dessiné ces boutons-là et qui a organisé cet espace de cette manière-là parce que tu voulais tel élément à tel endroit. Et donc, tu étais complètement libre. Exactement, d'ailleurs, c'est bien que tu en parles. Alors, j'ai pas la version 3 sur cet ordinateur, je l'ai sur mon autre PC de travail, mais j'ai une nouvelle configuration qui est en cours d'élaboration où justement, je suis allé créer mes propres boutons, mes images en amont sur mon ordinateur et ensuite je les ai incorporés dans mes Magic Sheets. Ici, du coup, vous pouvez voir, du coup, il y a mes différents plans. Donc ça, c'est le plan du grill. Si je clique ici, tac, j'ai mon plan de sol. Tac, je précise qu'à chaque fois que tu changes de macro, ça te renvoie sur l'écran 1 parce que habituellement, tu es, comme tu disais tout à l'heure, sur plusieurs écrans. Voilà, en fait, moi, quand je clique par exemple sur grill, cette macro, elle est beaucoup plus détaillée et sophistiquée. C'est-à-dire qu'en réalité, quand je vais cliquer sur ma macro grill, en gros, ça va me changer tout l'affichage de ma console pour pas avoir de problème dans mes différentes vues. Parce que j'ai une vue, je vais vous le montrer de suite, j'ai une vue qui concerne tout le live, tout ce que je fais, par exemple, si je veux encoder sur un concert, tout ça. Quand je cliquerai sur cette vue, tous mes affichages de tous mes écrans passent en bleu pour être sûr que
que je m'emmêle pas les pinceaux. Parce que quand on est en live, je me mets en affichage live et j'ai plus accès à mes boutons, mes macros d'encodage et d'enregistrement. C'est une autre étape. Et quand je veux être en enregistrement, je clique par exemple sur Grill ou sur ma fenêtre d'accueil. Et du coup, là, tout est en rouge. Et là, c'est ma Mais fenêtre encore une fois, en fait, Léos a déjà tout un tas d'interfaces un peu personnalisables, mais ça reste des interfaces un peu préconfigurées. Comme avait montré Pilou, on peut couper l'écran en plusieurs parties, mettre telle chose à tel moment. Toi, tu utilises beaucoup l'affichage de macros et la création de macros pour vraiment te créer un univers hyper personnalisé Voilà. pour que vraiment ce soit une console limite sur mesure à ton utilisation, quoi. C'est exactement ça. Après, comme Pilou l'avait montré, je fais la même chose que tout le monde, hein. Je divise mon écran en différentes fonctionnalités, différents espaces de travail. Et en fait, quand je clique sur ma macro, bon, ça va afficher différents Magic Sheets, mais ça va aussi rappeler différents screenshots pour retomber sur des affichages justement et des séparations différentes. Donc, je vais vous montrer mon affichage concert, par exemple. Donc voilà, donc là par exemple, mon affichage concert, alors c'est moins mignon sur mon ordi, mais ça l'est plus sur un Gio. Du coup, mon affichage est bleu, donc là par exemple, je me retrouve dans une fenêtre où je mettrai le titre du morceau, où quand je clique par exemple sur morceau 1, ça va me changer les pages de fader pour me donner juste les faders qui viennent en complément du morceau, par exemple mouvement de pan tilt, mouvement d'effet d'intensité, etc., etc. Ensuite, les boutons qui sont ici, ça va être des liens vers éventuellement des links externes, par exemple des synchronisations avec le son, etc., etc. Et là, je me suis fait des palettes de macros, de petits boutons vides qui viennent en complément me donner des fonctionnalités par rapport au morceau. Et quand je veux changer de morceau, je clique sur morceau 2, ça me charge la page morceau 2, ça me change totalement cet affichage et ça me fait un release de tous mes faders et ça vient me changer tout l'affichage. Okay. Cette méthodologie-là, j'ai dû la développer parce que c'est quelque chose qu'on utilise fréquemment en concert. C'est pas moi qui l'ai créé, c'est une méthode de page par page avec on réalise une page et on va en charger une autre. C'est juste. Oui, pardon, excusez-moi. Non, pas de souci, c'est moi qui te coupe. Du coup, toi qui as, je sais, l'expérience de d'autres consoles et tout ça, ça permet aussi de pouvoir retrouver une ergonomie de travail avec laquelle on est plus ou moins à l'aise. Et du coup, ce côté personnalisation de l'interface te permet de dire, bon, ben moi j'avais l'habitude de faire comme ça, je peux du coup forcer le système à être un peu comme j'ai l'habitude de faire. Voilà, c'est ça, parce que pour moi, dans ma tête, et je pense que c'est ce qu'il faut se dire, c'est que chaque console est différente. Donc, on ne faut pas s'amuser à recréer, par exemple, une console. Parce que un Neos, c'est un Neos, une Grama, c'est une Grama, peu importe. Mais après, c'est sa manière de travailler dessus qu'il faut créer et optimiser. Et par exemple, du coup, cette méthode de travail-là que j'ai définie pour le concert, et bien en vrai, il s'avère que pour moi, elle est beaucoup plus pratique maintenant pour les concerts sous forme de Q-list préenregistrés dans l'EOS que sur un autre type de console, par exemple. Le temps que tu finissais, je jette un œil rapide au live et je vois que tu as des big up et des coucous à foison. Ah bon? Ah ben je salue tous mes amis, je peux pas voir. Je peux pas te dire tout le monde, je vois juste Mathis Calins qui te fait un big up, Béatrice Lartigue. Très très beau. Il y a Julien, il y a du monde. Ok, donc du coup, oui, tu as raison. Chaque console a vraiment son ergonomie. J'ai Pilou aussi qui te challenge sur le chat et qui me dit que tu peux nous faire un petit busking en direct. Un petit busking en direct. C'est-à-dire? T'as une question, c'est quoi ton générateur d'effets fétiche? Mon générateur? D'effets.
Ah, mon générateur d'effets. Alors pour moi, alors ça c'est pas mal, c'est une bonne question, très bonne question. Euh, alors, tac. Moi, moi, la majorité des effets que j'utilise, hein, tout le temps pratiquement, c'est les effets linéaires. Tout le temps. Sur la dernière création que j'ai faite au Châtelet, j'étais assistant et l'éclairagiste voulait des effets pas par pas avec des séquences, donc il fallait enregistrer des cue-listes et tout. Et donc là, avec l'équipe du Châtelet, qui sont très très bien, on a mis en place justement un autre type d'effet absolu pour répondre à la demande. Euh, pour moi, j'utilise que des effets linéaires. Je vais vous montrer pourquoi. Car pour moi, j'ai une facilité. Alors, vous voyez bien mon écran. Ouais. Ça vient, c'est bon. Une facilité justement à créer un effet. Les effets linéaires, alors ça pourrait prendre pas mal de temps pour expliquer comment on va créer un effet. Donc ça, Pilou avait fait un webinaire très intéressant sur ça. Je ne sais pas si c'était s'il avait pris beaucoup de temps pour expliquer comment créer une courbe linéaire et son incidence. Mais par exemple, quand un éclairagiste, quand on demande par exemple de descendre moins dans les intensités basses ou de monter plus dans les intensités hautes, admettons je crée une courbe comme ça. Voilà. Et là, admettons, je me rends compte que le projecteur descend trop dans les noirs. C'est-à-dire qu'entre le projecteur A et le projecteur B, on a trop de temps noir, on a trop de temps... Donc là, moi, je viens recréer une courbe. Alors, dans la réalité, je ne la recrée pas, je fais un move. Mais du coup, je rehausse légèrement ma courbe. Si par exemple, j'ai besoin de plus de temps de descente et moins de temps de montée, eh ben, je vais tout simplement moins de temps de montée, plus de temps de descente. Ouais, tu peux vraiment personnaliser ton effet en le dessinant exactement comme tu veux qu'il s'applique, quoi. Voilà. Je reviens sur ça parce que ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont du mal à faire. Parce que c'est un outil qui est extrêmement simple et on a tendance souvent à modifier les temporisations des effets. On a tendance tout le temps à toucher à tout. On tape une valeur, on regarde et en général, c'est pas bon. Alors on va retaper une valeur plus courte, on regarde et ça marche pas. Donc c'est pour ça que avant de créer un effet, tu préfères le dessiner directement, ça te paraît plus intuitif. Voilà, parce que moi le réflexe que j'ai quand je demande un effet à un pupitreur, le pupitreur va de suite lancer un effet. Mais des fois c'est fou, t'as pas le temps d'expliquer l'effet que tu veux dans ton projecteur, que l'effet est limite déjà parti. Et une fois que l'effet tourne, on va essayer de toucher des molettes, toucher des choses pour essayer de modifier, pour répondre à la demande. La courbe d'un effet, moi, est la chose la plus importante. Si la courbe est fausse, s'il y a des erreurs dans la courbe, notre effet ne sera pas intéressant. On va toucher 50 paramètres pour faire souvent un effet qui ne correspond pas à la demande. Donc, quand on a une demande qui est simple d'un éclairagiste, par exemple, je veux que le projecteur monte lentement, par exemple en 5 secondes et bam, il redescende à 0, et bien tout simplement, hop, c'est génial de jongler avec tout ça. Donc, le projecteur monte tout doucement, hop, et il redescend à 0. Bon, là, j'exagère, je le fais rapidement, mais il faut savoir créer une courbe. Il faut savoir créer une courbe en fonction de la demande. Et avant de vous lancer dans un effet, eh ben, posez-vous la question qu'est-ce que je veux sur le plateau avec mes projecteurs. C'est génial parce qu'à la base, je voulais appeler ces webinaires les trucs astuces sur EOS et je me suis dit qu'on allait juste discuter de ton utilisation et au final, tu vois, tu donnes des trucs et astuces, donc c'est parfait, on est dans le thème. Bon, ben alors c'est parfait, si je réponds à la demande. N'hésitez pas si vous avez des questions. Pour l'instant, j'en ai pas vu passer par Virginie et Pilou, mais n'hésitez pas, on est à votre écoute.
Donc voilà, donc toi tu utilises beaucoup de ce que j'ai pu voir là, les Magic Sheets, personnaliser ton espace de travail, Les les, macros les aussi. macros pour... Les macros, par exemple, moi, en tant qu'éclairagiste, j'ai mes bases de travail. Par exemple, je sais que si je lui demande la couleur palette 5, ça va être le cyan à 50. Si je lui demande la 15, le cyan à 55. La 25, je sais que c'est le CTO à 50. Ça, c'est mes bases de travail. Je les ai en tête. Donc, en fait, j'ai des macros qui me permettent de générer toutes ces palettes de couleurs en 2 secondes. Par exemple, si je dis au pupitreur, OK, qu'est-ce que vous avez dans votre maison comme machine? Ils me sortent, par exemple, SolarFrame 3000. Bam. Je dis, OK, on va en rajouter deux, on les rajoute. Je les fais enregistrer dans un groupe et après, je lui fais cliquer sur un bouton et ça génère automatiquement toutes mes palettes de couleurs de référence. Comme ça, on les a dans la console. C'est Hmm, vraiment quelque chose qu'il faut être amené à créer. Par exemple, je prends l'exemple de l'Opéra de Lyon. Il y a Rudy, Irving et Dylan, des grands amis, des très bons pupitreurs aussi. Eux, ils ont par exemple personnalisé tous leurs espaces. Ils ont des macros propres pour allumer leur circuit, pour parquer leur circuit. Dans les maisons, c'est quelque chose de nécessaire. Il y a un vrai besoin dans les maisons de de connaître leur console sur le bout des doigts et d'avoir quelque chose de propre et de particulier. Par exemple, à Bastille, la configuration que Nicolas a fait sur tous les circuits de l'Opéra Bastille, ils ont énormément de circuits avec des numérotations dans les 1000, tout ça. Si on n'a pas une parfaite organisation dans sa console, le temps qu'on demande, ah ben, ce projecteur-là, on peut me l'allumer. Ah ben non, il faut que je le mette en position garage. c'est- Voilà. Donc pour les lieux, il faut qu'ils aient tout de parfait, quelque chose de personnel et bien organisé. Ok, bah écoute, c'est hyper intéressant. Tu salues l'équipe de Lyon, j'en fais de même vu que je les avais rencontrés l'année dernière quand je t'allais voir justement. Ils avaient, je crois que c'est quand ils avaient pris les Solaframe 2000, il me semble, que j'étais allé les voir, et les Consolios que du coup j'avais découvert à cette occasion-là, donc on les salue aussi. Euh, donc voilà, je pense c'est très intéressant cet échange qu'on a eu parce que du coup, voilà, je te dis, j'ai eu beaucoup le retour sur les couleurs, sur les os. Tu m'as fait vraiment beaucoup un retour toi sur la personnalisation de l'interface, l'ergonomie hyper intéressant. Avant qu'on se quitte, la V3 et l'Augmented, du coup, tu disais que là, tu l'as pas dans cette bécane-là, mais que Non, mais tu as commencé à préparer du coup. Euh, alors oui, 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 comme je disais, c'est important qu'on se personnalise les outils, mais d'autant plus avec l'Augmented qui arrive, parce que c'est un outil qui est formidable. C'est un outil qui est formidable, mais on peut vite se perdre dans son utilisation, tout ça. Donc, moi, par exemple, j'ai déjà mes vues de travail et j'ai déjà mes réglages qui sont prédéfinis pour aller à l'essentiel. Pour moi, quelques mots sur la V3. Pour moi, en tant qu'éclairagiste, c'est important de visualiser tout mon travail en amont. Donc, il y a de nombreux outils de visualisation. Dans les consoles, maintenant, ça devient un standard. Et le petit plus que j'aime beaucoup dans la V3 de l'EOS, c'est que il y a beaucoup de choses positives, mais vraiment, le petit plus que j'aime énormément, c'est la possibilité de prendre la place du projecteur au niveau de l'affichage. Alors ça, faut savoir que si notre 3D est mal fait, ça ne marche pas. Bien sûr. Il faut qu'on soit très méticuleux sur la création de notre 3D. Mais moi, je sais que en travaillant beaucoup sur ça, ce qu'on va voir, bien sûr, est différent de la réalité, mais c'est un outil qui nous aide énormément à faire nos réglages. Quand on ne voit pas, par exemple, l'arrière de notre décor et qu'on tape avec un couteau 1 mètre en dehors et qu'on ne le voit pas, et ben, pour moi, si on a bien paramétré notre ordre Mm. de couteau en lien avec l'augmenté en réalité, et ben, ça peut être un outil très très bien et très puissant. Vraiment, c'est quelque Ouais, chose que j'aime. c'est vrai que dans du coup l'Augmented, il y a tout un tas de fonctionnalités très différentes, mais effectivement, je sais plus comment on l'appelle en anglais, mais cette vue immersive, cette capacité de pas être face à la scène, mais d'être à la place du projecteur et de voir exactement comment il tape sur la scène, moi je sais que Exactement. j'aime beaucoup le côté comment dire mince, ça m'échappe, mais
l'application et la réalité augmentée. Le fait de Oui, pouvoir ouais, faire ses positions avec son téléphone rapidement, non. Ça sous-entend d'être vraiment sur une config avec pas mal d'automatique, mais bref, il y a tout un tas de petits avantages. Toi, c'est celui-ci que tu retiens. Pour l'instant, elle est en bêta, donc du coup, tu t'amuses dessus. J'imagine que tu vas pas te lancer avec une bêta sur un vrai show comme ça. alors la Je, question se posait, la question se je me rends posait. pas compte, est-ce qu'elle est, où est-ce qu'on en, je t'avoue que n'étant pas utilisateur, moi je suis un peu tout ça, mais je vois pas où est-ce qu'on en est, à quel point de stabilité on en est, et du coup, Alors ça, je pense qu'il faut s'en référer à la Bible, la Bible de lumière qui est Pilou. Moi c'est ce que je fais chaque fois que j'ai besoin une question de stabilité ou sur la console, je lui demande toujours. Après, c'est, je pense, mon envie débordante de travailler avec ça dans une console qui commence, au vu des futurs projets, c'est sûr que pour moi, c'est un grand atout d'avoir l'augmented dans une console et de commencer rapidement à s'en servir. ouais, Mais c'était, je veux juste faire un autre petit point parce que tout à l'heure je parlais de tracking et des vues de blind. Et par exemple, l'augmented là, qui est quelque chose de vraiment très bien, c'est que par exemple, j'étais avec Théo Broche pour l'entreprise Concept K à Paris, à Tokyo, dans l'aréna de Tokyo. On faisait un gros show avec Frédéric Fayard de Concept K pour du volet. Et du coup, souvent sur les grosses structures comme ça, on est amené à faire énormément de positions, à se déplacer avec un casque et tout. Et là, l'utilité du téléphone prend son sens, mais aussi quand on est en live, par exemple, quand on a le show qui tourne, qu'on a tout le monde, qu'on a la télé et tout, et ben, et qu'on a envie de vérifier, par exemple, la position de notre preset 4 qui arrive pour le final sur le podium et qu'on s'est dit purée, mince, peut-être que j'ai fait oublier une inversion de pan tilt ou quoi. ouais, la vue Je l'ai blind. juste preset, hop, j'envoie mon preset, je le visualise dans l'augmented. En 2 secondes, je peux retoucher quelques trucs si j'ai fait une erreur. Et je sors de ça, je repasse en live et j'ai rien fait au plateau. Pour ceux qui connaissent pas encore l'augmented, voilà, cette vue blind, c'est vraiment une vue cachée, donc une vue, on voit ce que ça va donner sans affecter ce qui est en train de se passer en live. Donc on peut prévisualiser ces effets à l'avance et tout ça. POV, point of view, effectivement, la vue immersive, merci Pilou. Tu devrais pas être aussi gentil avec lui, il arrête pas de te demander de faire des choses, il te demande de faire un mouvement random sur les effets, il arrête Ouais, pas de te challenger, je- Pilou. Non, mais je l'aime bien, mais bon, on aura l'occasion de se voir et de faire une semaine d'effets intensifs ensemble. Écoute, on va se caler ça là. Le déconfinement s'accélère. Croisons les doigts pour qu'on puisse tous reprendre une vie à peu près normale rapidement et surtout bah, tous les lieux. Je salue également Aldo, Théo et toute l'équipe Concept 4 puisque tu parlais d'eux. On pense bien sûr à tous nos utilisateurs, à toute la complexité. C'est compliqué pour tout le monde, hein, vous avez vu. Pour nous également, chez ETC en ce moment, on multiplie aussi les initiatives avec la création là, de l'UDFM, l'Union des fabricants de matériel, pour nous aussi voilà, penser à nous, à nos salariés, tout ça. Mais voilà, on sait que c'est compliqué pour tout le monde, donc on pense aussi à tous nos utilisateurs. Si vous n'avez pas de questions, bah, je propose qu'on va finir ce live. Je vois qu'on pose des questions sur la V3, c'est pour bientôt, dit Pilou. Trop bien Mathieu de Thierry Charlier. Voilà. Ah, Bref. j'embrasse très fort aussi. Un grand merci à toi Mathieu. Je peux peut-être te demander avant de laisser ton actu, à moins que ce soit top secret, que tu sois obligé de me tuer tous ceux qui regardent ce live. Non, Sur quoi non, tu bosses là? il n'y a rien de top Donc tu secret. disais Bon, que tu là, étais à pour moi, l'Opéra de Montpellier pour faire des petits calages. voilà, là, en ce moment, je travaille beaucoup à l'Opéra de Montpellier pour préparer le retour de la saison parce que j'ai quand même plusieurs productions avec eux qui ont été reportées à l'année suivante. Là, en début de semaine, normalement, je monterai voir l'équipe de Concept K à Paris avec Aldo. Et à la rentrée, je serai sur Paris, normalement. Si tout va bien, au théâtre de l'Athénée. On va faire une création avec Benoît Bénichou, Crésus au théâtre de l'Athénée, qui sont formidables et qui sont sur EOS, justement.
une Mais c'est vidéo c'est- comme c'est ce super genre. aussi, tu vois, tu as pu montrer là pendant cet échange que effectivement tu utilises les os comme on parlait des étiquettes en début de discussion et c'est considéré vraiment comme une console théâtre. Nous on voit dans d'autres pays où c'est beaucoup utilisé en télé et sur des lives et tout ça. Voilà, ça peut aller sur d'autres terrains, donc c'est intéressant de voir que toi tu l'utilises un peu de manière transversale sur des shows événementiels, concerts et compagnie, c'est super. Mhm. Un Pilou répond à Bertrand sur le ton. Oui, j'avais bien vu. Je rate juste s'il y a une dernière question. Un conseil pour les débutants. Est-ce que tu as un conseil? Oui, voilà, bonne question que me pose Pilou. Ah, Est-ce que tu as un conseil pour les débutants? c'est Pio qui t'a demandé ça? Je sais pas s'il reprend une question ou si c'est lui. Je pense que c'est lui qui me le demande. J'ai pas Ah. vu à la fois sur ma discussion avec Pilou et Virginie et sur le chat, sur les commentaires, mais je pense que c'est Pilou qui. Un conseil pour les débutants. Alors, juste pour vous dire que le pupitre est assez simple, hein. Que moi, j'ai fait une semaine de formation avec Pilou. Bon, Pilou est un excellent formateur, vraiment. Mais quelque chose qui m'a beaucoup servi, c'est sur votre site ETC. Je l'ai conseillé à toutes les personnes avec qui je travaille et toutes les personnes qui veulent se lancer en autodidacte. Vous avez des choses vraiment bien faites. C'est des liens vers des vidéos. Alors les vidéos sont en anglais, mais vraiment c'est très compréhensible. Et ce qui est bien, c'est que moi quand j'apprends un pupitre, par exemple, euh, ça m'embête d'avoir des vidéos de 2 heures qui t'expliquent et que toi tu as besoin d'avoir par exemple information sur les groupes et tu as besoin juste de cette information parce que tu en as besoin à l'instant T et tu te tapes 2 heures de vidéo. Alors que chez vous, c'est vraiment bien fait parce que c'est divisé en level de travail. Et du coup, quand on a une question, on va directement voir le chapitre, on essaye de trouver la vidéo, on a rapidement la vidéo. Et c'est comme ça que je me suis formé, moi, vraiment, Je, en prenant. je corrige, c'était une question de Dorian Naoun. Excuse-moi si j'écorche ton nom. C'était pas Pilou, c'était Dorian qui nous demandait ça. Et bah, c'est cool que tu parles de ça. Donc c'est aussi pour ça que tu as raison. Il y a toutes ces vidéos qui existent déjà, qui sont dispo sur le site, sur YouTube. Vous trouvez sur YouTube une chaîne qui s'appelle ETC Vidéo Librairie. Il y en a deux. Il y a ETC Vidéo Librairie et ETC Vidéo Librairie français entre parenthèses. C'est sur l'anglophone parce que toutes ces vidéos sont disponibles en anglais pour le moment. Mais c'est pour ça que nous, pendant le confinement, ben voilà, on était du coup privés de sortie d'aller voir nos clients, nos utilisateurs sur le terrain. Ben, on s'est demandé comment s'occuper, comment fournir quelque chose intelligemment à nos utilisateurs. C'est pour ça qu'on a mis en place les webinaires dès le début du confinement. On est content parce que ça a super bien marché, les gens étaient hyper réceptifs et tout ça. Maintenant, c'est pour ça aussi qu'on continue. On prévoit également, il y a plein de choses en projet, mais toutes ces vidéos dont tu parles, certaines sont en cours de traduction. On attend que TC-Link, que nos collègues aux États-Unis nous envoient les scripts pour pouvoir les traduire parce que on sait que la barrière de la langue peut être un frein pour certains. En tout cas, ceux qui sont à l'aise avec l'anglais, effectivement, allez checker ces vidéos, elles sont juste superbes et comme tu dis, elles sont très bien découpées par problématique, par question et par niveau. Voilà. Donc, t'as tout ça. Et je sais plus, j'avais un autre truc. Vas-y, tu veux rajouter quelque chose? Et ouais, j'aimerais bien rajouter à Dorian, du coup, regarde, me conseille, regarde ces vidéos. Sur le site STC, c'est bien fait. N'hésitez pas à télécharger aussi le soft. Soft est gratuit et en plus, on a la possibilité d'avoir un visualiseur et et travailler de chez soi. C'est quelque chose qui est formidable. Et si tu commences à faire ça, ben Dorian, ben petit à petit, crée-toi ton espace et dis-toi, ok, par exemple, pour créer un groupe, il y a plusieurs méthodes, mais moi, je choisis celle-là. Voilà. Et commencer à élaborer, par exemple, son petit storyboard dans la tête de comment on a envie de travailler. Et tu fais bien de souligner ça, parce qu'effectivement, une console, tu parlais que tu utilises beaucoup les HostI, bon, bah, c'est un certain prix, une grande console avec toute cette électronique, en plus, c'est fabriqué aux États-Unis, c'est du matériel de qualité, donc ça a un certain coût. On a des consoles un peu plus accessibles avec la gamme Element et tout ça, mais effectivement, pour ceux qui veulent vraiment bah, sans frais accéder à iOS et se familiariser avec l'outil, il est en téléchargement gratuit. Et puis après, ceux qui veulent même l'utiliser, je connais des jeunes utilisateurs qui travaillent avec des petites compagnies, parce que sur la version gratuite, on peut se former, mais après, on peut pas sortir d'Yanix. Il existe les hosts nomades, qui, je connais plus le prix, mais je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble que c'est autour Ouais. des 800 euros, mais quand on est étudiant ou qu'on a suivi une formation, on peut l'avoir à moitié prix, quelque chose comme ça, vers
vers 400 € et ça permet d'avoir un EOS sur son ordi qui tourne hyper bien et qui peut fonctionner avec, je sais plus, 2 univers dynamiques, je crois. Je veux pas dire de bêtises, je suis pas certain de ce que je dis, mais en tout cas voilà, effectivement, on n'a pas juste une console qui coûte un prix trop compliqué pour un Voilà. jeune éclairagiste, on peut y accéder assez facilement. Et on peut faire aussi beaucoup de choses. Je me rappelle, alors j'avais vu un spectacle où Bertrand Bliot pupitrait, c'était au TNP. Et lui, alors je me rappelle plus si c'était un Programming Wing ou si c'était un Ion XE qu'il avait, mais en gros, il avait programmé un super spectacle avec beaucoup de machines et tout, c'était de la danse. Et il tournait avec euh, ce, petit truc, c'était vraiment parfait et super adapté. Il s'était développé un espace de travail formidable. Et, Ok. Bon. Ah, tiens, on a des. T'es toujours là, Mathieu? Ah, une erreur est survenue. Mathieu va sûrement revenir pour nous saluer. T'es de retour, Mathieu? oui, Ok, je ça a suis de coupé. retour. On a perdu la connexion d'un instant. J'espère d'ailleurs que tout kit étudiant, 300 € TTC, gadget et dongle, 1024 adresses. Merci Pilou. J'espère que techniquement ça s'est bien passé, que la vidéo a pas trop lagué et compagnie. Merci à toi. Ah oui, ce que je voulais dire tout à l'heure tu parlais de se former, tout ça. On prépare aussi d'envoyer quelques goodies à tous nos nouveaux diplômés parce que pendant le confinement, on a eu le nombre de personnes on a mis la gratuité des formations en ligne dès le début avec Studiol et donc tout ce qui est la partie learning stage du site est devenu gratuite pendant le confinement. Du coup, on a mais plus que décuplé le nombre de personnes qui sont venues se former à l'EOS. On en est hyper content et on a eu beaucoup de nouveaux diplômés. Donc, je suis en train d'essayer de récupérer la liste des nouveaux diplômés ou alors on vous fera un appel sur Facebook pour que vous nous envoyer une petite photo de votre diplôme. Je sais pas comment on va faire, mais on est en train de préparer des petits goodies pour vous. Merci Mathieu, un grand merci à toi pour le temps que tu m'as accordé, pour le temps que ta connaissance de l'os que tu as pu partager à tout le monde. Euh, Avec plaisir. Pilou nous rappelle effectivement que pour la V3, bah, la situation mondiale, les problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui avec, savoir, il y a toujours des histoires de chômage partiel, de télétravail, bref, il y a tout un tas de contraintes pour nous aussi fabricants, hein, on est tous un peu dans le même bateau, donc on n'est pas encore capable de se donner une date officielle pour la V3, mais ça devrait bientôt aboutir. En tout cas, vous avez tous pu voir, ceux qui ont testé, que il y a eu plein de feedback sur les différentes versions de bêta et que petit à petit on est en train d'arriver sur quelque chose de très stable. Donc voilà, ça arrive pour bientôt. Merci Mathieu, je te libère. Je te dis à bientôt. Ça marche. J'espère qu'on va bientôt pouvoir reprendre aussi les événements chez ETC France et se voir autour d'un verre. Eh ben, carrément dans vos nouveaux locaux. Carrément. Ah oui, en plus, t'étais même pas venu à l'inauguration, toi, il me semble. Non, je pouvais pas, mais je viendrai bientôt. Ça marche. Encore merci Mathieu et je te dis à bientôt. Ça marche. Salut. Gros bisous à Ciao. tous et bon Bis. courage. Hop, le temps de raccrocher. Merci à tous. J'espère du coup que ce webinaire vous aura plu. Je vais essayer de voir vos commentaires après, sachant que j'en ai vu passer quelques-uns et Pilou et Virginie m'en ont passé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, on en fera sûrement d'autres. On est en train de préparer plusieurs choses, toute une série de webinaires sur les produits architecturaux parce qu'ils sont super bien. Je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps qu'en fait on a une gamme qui est large, on a plein de produits qui sont pas toujours très connus, donc on essaie de voir comment on peut vous présenter ça de manière un peu intéressante sans que ce soit enfin un peu lourd à regarder. Bref, plein de choses sont en préparation, comme je vous ai dit en début de live, pardon. On réfléchit également à faire une grande réunion par écran interposé, donc pas sur Facebook, mais sur WebEx, qui est notre outil de réunion virtuelle, pour discuter ensemble de la reprise. Si ça vous branche, bah dites-le nous parce que voilà, vous êtes peut-être intéressé d'échanger entre vous sur qui reprend, comment et tout ça. C'est une possibilité qu'on vous offre. Pour l'instant, on l'a pas mis en place, mais si vraiment ça vous intéresse, bah, dites-le nous et ça nous poussera à le faire. Voilà, on prépare tout un tas d'autres lives. On vous dit à très bientôt. Encore merci à vous d'être là, d'être présent, et puis bon courage encore pour cette reprise difficile, mais on y arrivera. À très vite. Salut tout le monde.